coucou tout le monde. Mince, j'ai oublié la lumière. Je me suis mis directement en loulou, en père loulou parce que ça caille vraiment. Du coup, vous allez bien? Je disais, il fait du bien. Que ça va chez vous aussi? Est-ce que vous allez bien? Et coucou Calou. Coucou Mathis, merci. Merci Tas pour le bruit. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? On est rendu à quel chapitre? Je ne sais plus. Chapitre 15, très bien. Voilà. Alors, ok, tout est ok. Parfait. Bon, j'espère que vous allez bien. On va pas tarder à commencer du coup. Comme ça, si vous êtes là pour de la l'ASMR, vous ne serez pas déçus. Petit résumé, qu'est-ce qu'on a vu? Harry Potter étant du coup 6ème année. Il a des cours particuliers avec Dumbledore pour en apprendre plus sur le passé de Voldemort. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il soupçonne Malfoy d'être un mange-mort. Ouais, mais je faisais que ça. Il soupçonne Malfoy d'être un mange-mort. Quoi d'autre? Coucou Salam Z, comment tu vas? Bonsoir. Comment ça va depuis hier? Donc il soupçonne Malfoy d'être un mange-mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans le tennis, comment ça dans le tennis? Qu'est-ce qui t'arrive? Le tennis de quoi? Attends, je suis fatiguée, j'ai laissé un tout. Demain j'ai cours. Ah. Ça pique effectivement. Ça pique, ça pique. Mais bon, courage, il faut du coup se coucher tôt. Voilà, se coucher tôt et résister à la tentation. Mais cette consoler, bientôt il y a un Pokémon qui sort. Ça va faire. Bientôt, bientôt. Du coup, quoi d'autre? Il y a eu un collier. Comment dire? Un collier d'opale qui était empoisonné qui a circulé dans l'école. Mais t'es sérieux là? Tu commences à te voir maintenant. Et il a failli tuer Katy Bell. Voilà. C'est à peu près tout. Et ils ont gagné leur premier match de Quidditch. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc aujourd'hui, on commence avec le chapitre 15. Le serment inviolable. La neige tourbillonnait à nouveau contre les fenêtres couvertes de givre. Noël approchait rapidement. Hagrid avait déjà apporté à lui tout seul les 12 sapins de Noël, destinés comme d'habitude à la grande salle. Des branches de houx en feston et des guirlandes argentées s'entrelaçaient autour des rampes d'escalier. Et coucou, hello, comment ça va? Merci pour ton 21e mois, c'est incroyable. C'est pouf. Le temps passe tellement vite, c'est ouf. Merci beaucoup du coup, c'est très gentil, merci. Et du coup, n'hésite pas à t'installer pour faire dodo. Voilà. Des chandelles éternelles éclairaient à l'intérieur. Les aumes et des armures et des grosses touffes de gui avaient été suspendues à intervalles réguliers le long des couloirs. Merci, c'est très gentil, mais ouais, mais JM l'idée à fond sur son jeu. Du coup, je pouvais pas. J'étais en mode. Du coup, c'est pas grave, j'attends. Et voilà.
placée sous le lit, ce qui provoquait des encombrements dans les couloirs. Fort heureusement, ces fréquentes randonnées nocturnes lui avaient donné une bonne connaissance des passages secrets du château. Harry pouvait ainsi, quand il se rendait d'une salle à l'autre, établir sans trop de difficulté des itinéraires où la moindre branche de gui était absente. Ron, qui aurait pu avoir apparemment la... Attendez, du coup, il faudrait que je prenne une liseuse en vrai rétroéclairée. Ron, qui aurait pu voir auparavant dans la nécessité de ces détours une cause de jalousie plutôt que de l'hilarité, ne cessait de rire aux éclats. Même si Harry préférait de beaucoup voir un Ron réjoui et prompt à la plaisanterie plutôt que le personnage maussade et agressif qu'il avait supporté au cours des dernières semaines, il estimait un peu trop élevé le prix à payer de cette amélioration. Tout d'abord, il devait subir la présence fréquente de la Van Brown, qui considérait chaque instant où elle n'embrassait pas comme une insulte, comme un instant perdu, Ensuite, Harry se retrouvait une fois de plus le meilleur ami de deux personnes qui semblaient ne plus jamais vouloir se parler. Ron, dont les mains et les bras portaient encore les marques des égratignures dues à l'attaque des oiseaux d'Hermione, adoptait un ton défensif et amer. Elle ne peut pas se plaindre, dit-il à Harry. Elle a embrassé Krum et maintenant, elle se rend compte que quelqu'un a envie de m'embrasser aussi. On est libre, non? Je n'ai rien fait de mal. Harry ne dit pas, il semblant d'être absorbé le livre qu'il devait lire avant le cours de sortilège du lendemain matin. La quintance, une quête. Déterminé à rester à la fois ami avec Ron et avec Hermione, il se taisait souvent. Je n'ai jamais rien promis à Hermione, grommela Ron. Je devais aller à la soirée de Slughorn avec elle, mais elle n'a jamais dit. C'était simplement en ami. Je suis libre, je n'ai pas de contrat. Harry tourna une page de la quintance, conscient que Ron l'observait. Sa voix se perdit dans les bournements à peine audibles, dominés par le crépitement sonore du feu qui brûlait dans la cheminée, bien que Harry crut percevoir à nouveau le mot « Krum » et ne peut pas se plaindre. L'emploi du temps d'Hermione était si chargé que Harry ne parvenait à lui parler que le soir, lorsque Ron était de toute façon trop étroitement enlacé avec l'avante pour remarquer ce que faisait Harry. Hermione refusait de s'asseoir dans la salle commune quand Ron s'y trouvait, et Harry la rejoignait généralement à la bibliothèque, ce qui l'obligeait à tenir leur conversation à voix basse. Il a parfaitement le droit d'embrasser qui il veut, dit Hermione, pendant que la bibliothécaire, Madame Pince, rôdait derrière eux, le long des étagères. Je m'en fiche complètement. Elle leva sa plume et mit une pointe sur un i, d'un geste si féroce qu'elle en transperça le parchemin. Harry, cette fois encore, resta silencieux, en songeant que sa voix allait peut-être finir par disparaître, faute d'avoir servi. Il se pencha un peu plus sur son manuel avancé de préparation des potions et continua de prendre des notes sur les élixirs éternels, s'arrêtant parfois pour déchiffrer les utiles ajouts du prince au texte de Libatius Porridge. Je te signale en passant, Hermione, au bout d'un moment, que tu ferais bien d'être prudent. Pour la dernière fois, répliqua Harry, qui parlait dans un murmure légèrement rauque après 3 quarts d'heure de silence. Je n'ai pas l'intention de rendre ce livre. J'ai appris beaucoup plus avec le prince de sang mêlé que ce que Rogue ou Slughorn m'ont enseigné en... Je ne parle pas de ton idiot de soi-disant prince, coupa Hermione, en jetant un regard mauvais au livre, comme s'il avait été grossier avec elle. Je parle de ce que j'ai vu tout à l'heure. Je suis allée dans les toilettes juste avant de venir ici. Il y a là une douzaine de filles, dont Romelda Vane, qui cherchent un moyen de te faire boire un filtre d'amour. Elles espèrent toutes que tu vas les emmener à la soirée de Slughorn. Apparemment, elles ont acheté des potions chez Fred et George, et j'ai bien peur qu'elles soient efficaces. Pourquoi ne les as-tu pas confisquées demanda Harry.
Il semblait extraordinaire que la manie d'Hermione pour le respect du règlement l'ait abandonnée à un moment aussi crucial. Elle n'avait pas porté leur filtre aux toilettes, répondit-elle d'un air dédaigneux. Elle parlait simplement de tactique. Comme je doute que le prince de s'en mêler lui-même, elle lança d'un nouveau regard noir au livre, et put imaginer un antidote à une douzaine de filtres d'amour différents. À ta place, j'inviterai tout de suite quelqu'un à m'accompagner à la soirée de Slughorn. Comme ça, les autres sauraient qu'elles n'ont plus aucune chance. Elle a lieu demain soir, alors elles sont prêtes à tout. Il n'y a personne que j'ai envie d'inviter, marmonna Harry, qui essayait toujours de penser le moins possible à Ginny, bien qu'elle apparût sans cesse dans ses rêves, et d'une telle manière qu'il était profondément soulagé que Ron ne sache pas pratiquer la légimancie. Alors fais simplement attention à ce que tu bois parce que Romilda Vane paraît vraiment décidée, dit Hermione d'un air sombre. Elle remonta d'un cran le long du rouleau de parchemin sur lequel elle rédigeait son devoir d'arithmancie et recommença à écrire dans un grattement de plumes. Harry l'observa, l'esprit complètement ailleurs. « Attends un peu, dit-il lentement. Je croyais que Rusard avait interdit tous les produits en provenance des farces pour sorciers facétieux. Qui a jamais tenu compte des interdictions de Rusard demanda Hermione, toujours concentrée par son devoir. Mais je pensais que les hiboux étaient contrôlés. Comment ces filles arrivent-elles à introduire des filtres d'amour à l'école? Fred et George les envoient sous forme de parfums ou de potions contre la toux, répondit Hermione. Ça fait partie du service de vente par hibou. Tu m'as l'air très au courant. Hermione lui jeta le même regard noir qu'à son exemplaire du manuel avancé de préparation des potions. C'était écrit sur les flacons qu'ils nous ont montrés, à Ginny et à moi, quand on est allé les voir cet été, dit-elle avec froideur. Seulement moi, je ne m'amuse pas à verser des potions dans le verre des gens, ou à faire semblant, ce qui est tout aussi déplorable. Oui, bon, mais peu importe, répliqua Harry. L'important, c'est que Rusard se laisse berner. Ces filles reçoivent des potions interdites, déguisées en autre chose. Dans ce cas, pourquoi Malfoy n'aurait pas pu introduire le collier à l'école? Oh, Harry, tu ne vas pas recommencer. Vas-y, dis-moi pourquoi, insista Harry. Écoute, soupira Hermione. Les capteurs de dissimulation détectent les maléfices, les mauvais sorts et les charmes de camouflage, d'accord? Ils permettent de découvrir tout ce qui a trait à la magie noire. Ils auraient forcément repéré en quelques secondes un maléfice aussi puissant que celui du collier. En revanche, une potion qu'on met dans un autre flacon passerait inaperçue. D'ailleurs, les filtres d'amour n'appartiennent pas à la magie noire et ne sont pas dangereux. C'est toi qui le dis, marmonna Harry, en pensant à Romilda Vane. Ce serait donc à Rusard de s'apercevoir par lui-même qu'il ne s'agisse pas d'une potion contre la toux, et comme il n'est pas très bon sorcier, je doute qu'il puisse distinguer une potion d'une... Hermione s'interrompit. Harry avait entendu, lui aussi. Quelqu'un avait bougé derrière eux, dans l'ombre des étagères. Ils attendirent un instant, et la silhouette de vautour de Madame Pince apparut à l'angle d'un rayon, ses joues creuses, sa peau parchemée, et ce long nez busqué souligné par l'éclair peu flatteur de la tempe qu'elle tenait à la main. De la lampe, pardon. Qu'elle tenait à la main. La bibliothèque ferme, dit-elle. Prenez soin de remettre ce que vous avez emprunté à la bonne. Qu'avez-vous fait à ce livre, espèce de dépravé? Il n'appartient pas à la bibliothèque, c'est le mien, protesta Harry, saisissant son exemplaire du manuel avancé de préparation des potions, au moment où elle tendait une main en forme de griffe. Dégradé, dit-elle, d'une voix sifflante, profané, souillé. Quelqu'un a simplement écrit dedans, s'exclama Harry en lui arrachant le livre des mains. Elle paraissait au bord de l'attaque. Hermione, qui s'était hâtée de ranger ses affaires, attrapa Harry par le bras et l'entraîna de force. Si tu n'es pas plus prudent, elle va t'interdire l'accès à la bibliothèque. Pourquoi a-t-il fallu que tu apportes ce stupide livre? Ce n'est pas ma faute si elle est complètement cinglée. Peut-être qu'elle t'a entendu dire du mal de
Ruzard, j'ai toujours pensé qu'il pouvait bien y avoir quelque chose entre eux. Profitant de ce qu'ils pouvaient à nouveau parler normalement, ils retournèrent dans leur salle commune, le long des couloirs déserts éclairés par les flammes des lampes, en se demandant si oui ou non Ruzard et Madame Pince étaient secrètement amoureux l'un de l'autre. Babiole dit Harry à la grosse dame, le nouveau mot de passe pour la période des fêtes. Vous-même, répliqua-t-elle, un sourire coquin, et elle pivota pour les laisser entrer. Salut Harry, lança Romilda Vane dès qu'il surfranchit l'ouverture. Tu veux un verre d'eau de girofle? Hermione lui lança par-dessus son épaule un regard qui signifiait « Qu'est-ce que je te disais ?» Non, merci, s'empressa de répondre Harry. Ce n'est pas ce que je préfère. Alors, prends plutôt ça, je te l'offre, dit Romilda, en lui mettant une boîte dans la main. Des chaudrons en chocolat avec du whisky pur feu à l'intérieur. C'est ma grand-mère qui me les a envoyés, mais je n'aime pas tellement. Ah oui, merci beaucoup, dit Harry, qui se tourna. Qui trouve bien d'autres à ajouter. Je vais là-bas avec... Il se hâta derrière Hermione, sa voix s'évanouissant en un faible murmure. Je t'avais prévenu, commenta brièvement Hermione. Plus vite, tu demanderas à quelqu'un de t'accompagner. Plus vite, elles te laisseront tranquille et tu pourras... Mais son visage se figea soudain. Elle venait d'apercevoir Ron et Lavande, entrelacés dans le même fauteuil. « Eh bien, bonsoir, Harry, lança-t-elle, et bien qu'il fût tout juste 7 heures du soir. Et elle monta dans le dortoir des filles sans ajouter un mot. Harry alla se coucher en se disant qu'il se consolerait, qu'il n'avait plus qu'une journée de cours, et la soirée chez Slughorn à passer. Ensuite, Ron et lui partiraient ensemble au terrier. Il semblait impossible, à présent que Ron et Hermione se réconcilient avant le début des vacances, mais peut-être que la coupure leur donnerait le temps de se calmer, de réfléchir à leur comportement. Ses espoirs cependant étaient minces, et il s'amenuisait peu à peu après le cours de métamorphose qu'il dut subir le lendemain en leur compagnie. Je connais pas du tout la série Tonton, je sais pas du tout. Il venait d'aborder le sujet extraordinairement complexe de la métamorphose humaine, travaillant face à des miroirs, et ils étaient censés modifier la couleur de leurs sourcils. Hermione éclata d'un rire peu charitable en voyant la première tentative désastreuse de Ron, qui s'arrangea pour se faire pousser une spectaculaire moustache en quittant de vélo. Ron répliqua par une imitation. Attendez, j'ai perdu ma ligne. Par une imitation cruelle mais fidèle d'Hermione, sautant sur sa chaise chaque fois que le professeur McGonagall posait une question. Lavande et Parvati s'amusèrent beaucoup, mais Hermione était au bord des larmes. Dès que la cloche eut retenti, elle se rua hors de la salle en laissant derrière elle la moitié de ses affaires. Harry, estimant qu'en la circonstance, elle avait davantage besoin de lui que Ron, ramassa les livres qu'elle avait oubliés et la suivit. Moi, je suis désolée, je connais pas. Il finit par la retrouver au moment où elle sortait des toilettes des filles à l'étage en dessous. Elle était accompagnée de Luna Lovegood, qui lui donnait des vagues tapes dans le dos. « Oh, bonjour Harry, dit Luna. Est-ce que tu sais que tu as un sourcil jaune vif? Salut Luna. Hermione, tu as laissé ça sur ta table. » Il lui tendit ses livres. « Ah oui, » marmonna Hermione d'une voix étouffée par les sanglots. Elle prit ses affaires et se tourna pour cacher qu'elle essuyait ses yeux avec une trousse de crayon. « Merci Harry. Bon, il faut que j'y aille. » Et elle s'éloigna en hâte sans laisser Harry le temps de lui offrir le moindre réconfort, bien qu'il n'eût sans doute rien trouvé à lui dire. Elle déclara Luna. Au début, j'ai cru que c'était Mimi Géniard, mais en fait, c'était Hermione. Elle a dit quelque chose à propos de ce Ron Weasley. Oui, ils se sont disputés, expliqua Harry. Il est parfois très drôle, non, remarqua Luna, tandis qu'elles repartaient ensemble dans le couloir.
Mais il lui arrive de ne pas être très gentil. Ça m'est déjà frappé l'année dernière. Oui, sans doute, admit Harry. Luna manifestait une fois de plus son talent habituel pour dire des vérités gênantes. Il ne connaissait personne d'autre avec un tel don. Alors, tu as eu un bon trimestre, demanda-t-il. Oui, pas mauvais, répondit Luna. Un peu solitaire sans lader, mais Ginny a été très gentille avec moi. L'autre jour, elle a empêché deux garçons de notre classe de m'appeler Louvoka. Ça te plairait de m'accompagner à la fête que donne Slughorn ce soir? Les mots lui avaient échappé avant qu'il puisse les retenir. Il les entendit comme si c'était quelqu'un d'autre qui les avait prononcés. Sur le coup de la surprise, Luna tourna vers lui ses yeux protubérants. La fête de Slughorn avec toi? Oui, on est censé amener des invités. Alors j'ai pensé que tu aimerais peut-être, je vais dire... Il tentait à ce que ses intentions soient parfaitement claires. Je veux dire en ami, tu comprends? Mais si tu ne veux pas... Il espérait déjà à moitié qu'elle refuserait. Au contraire, ça me plaît beaucoup d'y aller avec toi en ami, assura Luna. Jamais il n'avait vu son visage aussi rayonnant. Personne ne m'a encore demandé de l'accompagner à une soirée en ami. C'est pour ça que tu t'éteins le sourcil. Bon, mais tu veux que je m'en teigne un aussi? Non, dit Harry d'un ton ferme. C'est une simple erreur. Je demanderai à elle de m'arranger ça. Donc, on se retrouve dans le hall d'entrée à 8 heures. Ah, hurla une voix au-dessus de leur tête. Tous deux sursauterent. Sans s'en apercevoir, il venait de passer juste en dessous de Peeves, qui s'était approché, accroché à un lustre la tête en bas et souriait d'un air méchant. Potty a demandé à Louvoka de l'accompagner à la fête. Potty aime Louvoka. Potty aime Louvoka. Et il fila dans les airs, caquetant et hurlant. Potty aime Louvoka. C'est agréable d'avoir une vie privée, commenta Harry. En effet, en peu de temps, toute l'école sembla au courant que Harry Potter avait invité Luna Lovegood à la soirée de Slughorn. Tu aurais pu emmener qui tu voulais, s'exclama Ron, incrédule, au cours du dîner. Qui tu voulais, et tu as choisi Louvoka Lovegood. Ne l'appelle pas comme ça, lança sèchement Ginny, qui s'était arrêtée derrière Harry en allant rejoindre des amis. Ça me fait plaisir que tu l'aies invitée, Harry. Elle est tellement ravie. Et elle s'éloigna pour aller s'asseoir à côté de Dean. Harry s'efforça d'être content de voir Ginny si heureuse qu'elle sorte avec Luna, mais elle n'y parvint pas. Loin, au bout de la table, Hermione était seule et jouait avec son ragoût du bout de sa fourchette. Harry remarqua que Ron lui lançait des regards furtifs. Tu pourrais lui dire que tu es désolé, suggéra Harry. Un brûle-pourpoint. C'est ça, et recommencer à me faire attaquer par une bande de canaris. Qu'est-ce qui t'a pris de l'imiter? Elle s'est moquée de ma moustache. Moi aussi, c'était la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. Mais Ron ne semblait pas l'avoir entendu. La vente venait d'arriver et avec Parvati, se glissant entre eux, la vente prit Ron par le cou. Salut Harry, dit Parvati, qui comme lui paraissait un peu gêné et lassé de cette conduite. Salut, répondit Harry, comment ça va? Finalement tu restes à Poudlard. J'ai entendu dire que tes parents voulaient que tu t'en ailles. J'ai réussi à les en dissuader pour l'instant, dit Parvati. L'histoire de Cathy les a mis dans tous leurs états. Mais comme il ne s'est plus rien passé depuis... Ah, salut Hermione. Parvati eut un sourire radieux. Harry comprit qu'elle se sentait coupable de s'être moquée d'Hermione au cours de Métamorphose. Il tourna la tête et remarqua qu'Hermione lui rendait un sourire encore plus éclatant, si toutefois c'était possible. Les filles étaient parfois bien étranges. Salut Parvati, lança Hermione sans accrocher la moindre attention à Ron et à la vente. Tu vas à la fête de Slughorn ce soir? Je ne suis pas invitée, répondit Parvati, d'un air mélancolique. Mais je serai enchantée d'y aller. Ce sera sûrement très bien. Tu y vas, toi, non? Oui, j'ai rendez-vous avec Cormac à 8 heures et ensuite on ira... Il y eut un bruit semblable à celui d'une ventouse qu'on
on retire d'un évier bouché, et Ron refit surface. Hermione sembla n'avoir rien vu ni entendu. On ira à la soirée ensemble. Cormac, s'étonna Parvati. Tu veux dire Cormac McLaggen? Exactement, répondit Hermione d'une voix suave. Celui qui a failli, elle appuya lourdement sur le mot, devenir le gardien de Gryffondor. Tu sors avec lui? Demanda Parvati les yeux ronds. Oui, tu ne savais pas, dit Hermione. Un gloussement de rire qui n'avait rien d'hermionien. Non, s'exclama Parvati, surexcitée par cette confidence qui avait de quoi alimenter les ragots. Toi au moins, on peut dire que tu aimes les joueurs de Quidditch. D'abord, maintenant, McLaggen. J'aime les joueurs de Quidditch qui sont vraiment bons, rectifia Hermione, toujours souriante. À plus tard, il faut que je me prépare pour aller à la soirée. Elle se leva et quitta la table. Lavande et Parvati penchèrent aussitôt la tête l'une vers l'autre pour commenter la nouvelle, récapitulant tout ce qu'elles avaient entendu dire sur McLaggen et tout ce qu'elles avaient deviné d'Hermione. Ron, le visage étrangement dénué d'expression, ne prononça pas un mot. Harry médita en silence sur les extrémités auxquelles les filles étaient capables de recourir pour satisfaire leur désir de revanche. Ça me fut. Lorsqu'il arriva dans le hall d'entrée à 8 heures. Putain, c'est la... Ah oui, oui, dépêche-toi. Ah, ça finit à quelle heure? À 11 heures demain matin, je crois. Courage, Salamset. Lorsqu'il arriva dans le hall d'entrée à 8 heures ce soir-là, il vit un nombre inhabituel de filles rôder aux alentours ayant l'air d'observer avec dépit, tandis qu'il s'approchait de Luna. Elle était vêtue d'une robe pailletée d'argent qui lui valait quelques gloussements dans l'assistance. Mais sinon, elle paraissait très jolie. En tout cas, Harry était content qu'elle ait renoncé à ses radis en guise de boucles d'oreilles, à son collier en bouchon de bière au beurre et à ses longs gros spectres. « Salut, dit-il. Alors, on y va ?»« Ah oui, répondit-elle d'un ton joyeux. Où ça se passe? Dans le bureau de Slughorn, dit Harry, en l'emmenant vers les escaliers de marbre, loin des murmures et des regards insistants. Tu savais qu'il y a un vampire qui doit venir? Scrimgeour, demanda Luna. Quoi? S'étonna Harry décontenancé. Tu veux dire le ministre de la magie? Oui, c'est un vampire, affirma Luna d'un ton d'évidence. Mon père a écrit un long article à son sujet, quand Scrimgeour a succédé à Cornelius Fudge, mais quelqu'un au ministère l'a empêché de le publier. Il ne voulait pas voir la vérité révélée au grand jour. Harry, qui estimait très probable que Rufus fût un vampire, mais avait l'habitude d'entendre Luna répéter des étranges opinions de son père, comme s'il s'agissait de faits indiscutables, ne répondit rien. Il approchait déjà du bureau de Slughorn, et la rumeur des rires, et la musique, et des conversations s'intensifiaient à chacun de leurs pas. Qu'ils aient été conçus ainsi ou aménagés pour un procédé magique, le bureau de Slughorn était beaucoup plus grand que tous ceux des autres professeurs. Le plafond et les murs étaient drapés de teintures émeraude, cramoisies et dorées, dont on devinait l'impression de se trouver dans une vaste tente. La pièce, bondée, étouffante, baignée dans une lumière rouge que diffusait une lampe d'or ouvragée, accrochée au milieu du plafond, et dans laquelle voltaient de véritables fées, chacune formant un point de lumière étincelante. Dans le coin opposé, on chantait une chanson à tue-tête, accompagnée par ce qui ressemblait à des mandolines. De la fumée de pipe flottait comme une brume au-dessus d'un groupe de vieux sorciers absorbés dans une grande conversation, et des elfes de maison se faufilaient en couinant entre les genoux des invités, comme entre les arbres d'une forêt, cachés par de lourds plateaux d'argent portés à bout de bras, qui leur donnaient l'air de petites tables amusantes. « Harry, mon garçon !» lança Slughorn d'une voix ténor. Dès que Harry et Luna
se furent faufilés par la porte. Entrez, entrez. Il y a tellement de gens que je voudrais vous présenter. Slughorn portait un chapeau de velours à pompons, assorti à sa veste d'intérieur, agrippant par le bras de Harry si étroitement qu'il semblait vouloir transplaner avec lui. Il l'amena d'un pas résolu parmi les invités. Harry prit la main de Luna et l'entraîna à sa suite. Harry, je vous présente Eldred Whorpel, un de mes anciens élèves, auteur d'un livre intitulé Frère de sang, ma vie chez les vampires, et bien sûr son ami Sanguini. Whorpel, un petit homme à lunettes, saisit la main de Harry et la serra avec enthousiasme. Sanguini le vampire, grand, émacié, des poches sombres sous les yeux, se contenta d'un signe de tête. Il paraissait s'ennuyer. Une horde de filles se tenait auprès de lui, l'air curieux et surexcité. « Harry Potter, je suis absolument enchanté !» s'exclama Whorpel en fixant Harry d'un regard de myope. « L'autre jour encore, je disais au professeur Slughorn, « Oh, la biographie de Harry Potter que nous attendons tous. » « Ah, vraiment ?» Aussi modeste qu'Horace me l'avait écrit. Commenta Whorpel. Mais sérieusement, son attitude changea. Il prit soudain des mines d'homme d'affaires. Je serais ravi d'écrire moi-même cette biographie. Les gens meurent d'envie d'en savoir plus à votre sujet, mon garçon. Ils en meurent d'envie, croyez-moi. Si vous étiez disposé à m'accorder une série d'interviews, disons, par tranche de 4 ou 5 heures, nous pourrions avoir fini le livre en quelques mois. Et sans qu'il vous en coûte beaucoup d'efforts, je peux vous l'assurer. Demandez donc à Sanguini, ici présent, si ce n'est pas très... Sanguini reste là, ajouta Whorpel, soudain sévère, car le vampire s'était glissé vers le groupe de filles, une lueur affamée dans le regard. Oui, vraiment, clairement. Là, c'est son ancien élève qui parle, mais oui, il est clairement Slughorn. Bon, c'est un serpentard, mais il est vraiment très intéressé, vraiment. Il y a l'argent, la célébrité qui compte, quoi. Tiens, mange ça, dit-il. Il prit un feuilleté sur le plateau d'un elfe qui passait devant lui et le fourra dans la main de Sanguini avant de se tourner à nouveau vers lui. Mon garçon, vous n'avez pas idée de la quantité d'or que vous pourriez ramasser. Je ne suis pas du tout intéressé, répliqua Harry d'un ton ferme. Et j'aperçois une de mes amies là-bas, désolé. Il entraîna Luna dans la foule. Il venait effectivement de voir une longue crinière de cheveux bruns disparaître entre deux filles qui ressemblaient à des membres de l'orchestre des Bizarre Sisters. Hermione, Hermione, Harry, tu es là, Dieu merci. Salut Luna. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demanda Harry, en voyant Hermione passablement échevelée, comme si elle venait de s'arracher à grande peine à un buisson de filets du diable. Oh, je viens juste d'échapper à... je viens de quitter Cormac, répondit-elle. Sous la branche de qui, ajouta-t-elle en guise d'explication devant le regard interrogateur de Harry. Ça t'apprendra à venir avec lui, dit-il d'un ton grave. J'ai pensé qu'il agacerait Ron plus que les autres, répliqua Hermione, la voix dénuée de toute passion. Pendant un moment, j'ai songé à Zacharias Smith, mais tout bien considéré... Tu as envisagé de sortir avec Smith, s'exclama Harry révolté. Oui, et je commence à regretter de ne pas l'avoir choisi, à côté de McLaggen, Grobe a l'air d'un gentleman. Viens, allons par là. On pourra le voir venir, il est tellement grand. Tous trois se dirigèrent de l'autre côté de la pièce, prenant au passage des coupes d'hydromel, et s'apercevant trop tard que le professeur Trelawney se trouvait là, toute seule. Bonsoir, lui dit poliment Luna. Bonsoir, ma chérie, répondit le professeur Trelawney, qui eut du mal à concentrer son regard sur elle. Harry sentit à nouveau une odeur de Xerxès bon marché. Je ne vous ai pas vu dans ma classe dernièrement. Non, cette année j'ai Firenze, dit Luna. Ah, bien sûr, lança le professeur Trelawney, avec un petit rire aviné et furieux. Dites-moi plutôt Percheron, c'est comme ça que je l'appelle. On aurait pu penser, n'est-ce pas, que maintenant que j'ai repris mes cours, le professeur Dumbledore se serait débarrassé du cheval, mais non. Nous nous
partageons les classes. C'est une insulte, une véritable insulte. Rendez-vous compte. Le professeur Trelawney semblait trop éméché pour avoir reconnu Harry, pendant qu'elle disait pis que, pour Dieu Firenze, il s'était approché d'Hermione et lui glissa. Mettons les choses honnêtes. Est-ce que tu as l'intention de raconter à Ron que tu es intervenu le jour des épreuves de la sélection des gardiens? Hermione haussa les sourcils. Tu crois que je m'abaisserai à ce point? Harry la fixa d'un regard pénétrant. Hermione, si tu es capable de sortir avec McLaggen, il y a une différence, répliqua Hermione avec dignité. Je ne dirai rien à Ron sur ce qui aurait pu se passer ou non le jour des essais. Tant mieux, approuva Harry avec ferveur. Sinon, il s'effondrerait à nouveau et on perdrait le Quidditch. Le Quidditch, s'exclama Hermione courroucée. C'est donc tout ce qui t'intéresse, ce qui intéresse les garçons. Cormac n'a pas posé qu'une seule question sur moi. Non, j'ai simplement eu droit au récit intégral des 100 plus grands arrêts de tir de Cormac McLaggen. Oh, le voilà. Elle fila aussi vite que si elle avait transplané. En un instant, elle avait disparu, se glissant entre deux sorcières qui riaient bruyamment. Vous n'avez pas vu bien demanda McLaggen, 1 minute plus tard, après s'être pris un chemin parmi la foule. Non, désolé, répondit Harry. Et il se tourna vers eux, participait à sa conversation, oubliant pendant une fraction de seconde avec qui elle était en train de parler. Harry Potter, dit le professeur Trelawney d'un ton vibrant, en remarquant pour la première fois sa présence. Ah, bonjour, professeur, répondit Harry sans enthousiasme. Mon cher garçon, murmura-t-elle, la voix bien timbrée. Les rumeurs, les histoires, les lus. Bien sûr, je savais tout cela depuis très longtemps. Les présages n'étaient jamais bons. Ah. Mais pourquoi tout part dans le cours de divination? Plus que pour tout autre, c'est une matière des plus importantes. Ah, Sibylle, nous pensons tous que nos matières sont les plus importantes, fit remarquer d'une voix tonifiante. Slughorn apparut de l'autre côté du professeur Trelawney, le teint très rouge, son chapeau de velours un peu de travers, un petit trombone dans une main, et dans l'autre, un énorme morceau de tarte de noix, des bâtons de pommes et de raisins secs. Mais je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un qui ait un tel don pour les potions, poursuivit-il en regardant Harry d'un œil affectueux, quoique injecté de sang. C'est instinctif chez lui, comme chez sa mère. Je n'ai connu que très peu d'élèves qui aient ce genre d'aptitude, je peux vous le dire, Sibylle, même Severus. À la grande honte de Harry, Slughorn tendit le bras et amena. S'il venait de le tirer du ménéant. Allons, arrêtez de faire la tête et venez avec nous, Severus, octa Slughorn, la mine réjouie. Je parlais justement des talents extraordinaires de Harry pour préparer les potions. J'imagine bien sûr que vous y êtes pour quelque chose, puisque vous avez été son professeur pendant 5 ans. Coincé par Slughorn, qui avait l'air de passer, qui avait passé un bras autour de ses épaules, Rogue baissa le regard vers Harry, en plissant ses petits yeux noirs de chaque côté de son nez crochu. C'est drôle, je n'ai pas eu l'impression de réussir à enseigner quoi que ce soit à Potter. Alors c'est une disposition naturelle, s'exclama Slughorn. Vous auriez dû voir ce qu'il m'a montré dès le premier cours, un filtre de mort vivante. Je n'ai jamais vu quelqu'un en obtenir un aussi remarquable dès son premier essai. Je ne pense pas que vous-même, Severus. Vraiment, dit Rogue à voix basse, ses yeux brillants toujours sur ceux de Harry, qui ressentait une certaine appréhension. Pour rien au monde, il n'aurait voulu que Rogue se mette à la recherche de la source de sa soudaine virtuosité dans la préparation des potions. Rappelez-moi donc, quelle autre matière avez-vous choisi, Harry demanda Slughorn. Défense contre les forces du mal, sortilège, métamorphose botanique. En somme, toutes les disciplines requises pour devenir Aurore, dit Rogue, avec un imperceptible ricanement. C'est justement ce que je voudrais être plus tard, répliqua Harry sur un ton de défi.
Et vous ferez un très grand aurore, s'écria Slughorn d'une voix tonnante. Moi je ne crois pas que tu devrais être, dit Luna, inopinément. Ils se tournèrent tous vers elle. Les aurores font partie de la conspiration. Rogue Gros, je croyais que tout le monde le savait. Ils travaillent dans l'intérieur pour abattre le ministère en combinant la machine noire et une maladie des gencives. Harry éclata de rire en inspirant par le nez la moitié de son hydromel. Rien que pour cela, il valait la peine d'éviter Luna. Lorsqu'il émergea de la coupe, toussant, ruisselant mais toujours hilar, il vit quelque chose qui semblait être... Attendez. Il vit quelque chose qui semblait avoir été spécialement perçu pour le réjouir encore davantage. Rusard tenait Draco Malfoy par l'oreille et le traînait devant eux. Professeur Slughorn, dit Rusard d'une voix sifflante, ses bas joues frémissantes et le plaisir d'avoir surpris un élève en faute animaient ses yeux globuleux d'une lueur démente. J'ai trouvé ce garçon qui rôdait dans un couloir. Il prétend avoir été convié à votre soirée et être arrivé en retard. Lui avait envoyé une invitation. Malfoy, furieux, se dégagea de la main de Rusard. D'accord, je n'ai pas été invité, dit-il avec colère. J'ai essayé d'entrer en douce. Voilà, vous êtes content. Non, je ne suis pas content du tout, s'exclama Rusard, une affirmation contredite par la jubilation qu'exprimait son visage. Vous allez avoir des ennuis, je peux vous le dire. Le directeur n'a pas bien précisé qu'il était interdit de rôder. N'a-t-il pas bien précisé qu'il était interdit de rôder dans les couloirs la nuit, à moins d'en avoir la permission? Ça ne fait rien, Arcus. Ça ne fait rien, dit Slughorn, en agitant la main. C'est Noël. Ce n'est quand même pas un crime de vouloir aller à une fête. Pour une fois, passons l'éponge. Vous pouvez rester, Draco. La déception indignée qu'on lisait sur le visage de Rusard était parfaitement prévisible. Mais pourquoi, se demandait Harry, Malfoy avait-il l'air tout aussi mécontent? Et pourquoi Rogue regardait-il Malfoy comme s'il était à la fois en colère et, était-ce possible, un peu effrayé? Mais avant que Harry ait eu le temps d'assimiler ce qu'il venait de voir, Rusard avait tourné les talons et s'éloignait en marmonnant de sa démarche traînante. Malfoy s'était composé d'un sourire et remerciait Slughorn de sa générosité. Quant à Rogue, son visage était redevenu parfaitement lisse, impénétrable. Coucou Anna, comment ça va? Et coucou Moana, vous allez bien? Ça gagne alors, vous êtes retourné sur Minecraft? Ce n'était rien, assura Slughorn avec un geste de la main pour mettre un terme au remerciement de Malfoy. Après tout, j'ai connu votre grand-père. Il a toujours dit le plus grand bien de vous, monsieur, répondit aussitôt Malfoy. Il répétait que vous étiez le meilleur spécialiste des potions qu'il eût jamais connu. Harry regarda Malfoy. Ce n'était pas son obstinosité qui l'intriguait. Il le voyait agir ainsi avec Rogue depuis longtemps. C'était plutôt le fait que Malfoy paraissait un peu malade. Il y a longtemps qu'il ne l'avait pas observé de si près, et il remarqua son teint nettement grisâtre et des cernes sombres sous ses yeux. Aïe aïe aïe, je vais venir après. J'aimerais vous dire un mot, Draco, déclara soudain Rogue. Allons, Severus, intervint Slughorn, la voix toujours octante. C'est Noël, il faut être indulgent. Je suis directeur de sa maison, et je jugerai moi-même du degré d'indulgence dont il convient de faire preuve, répliqua sèchement Rogue. Suivez-moi, Draco. Ils s'éloignèrent, Rogue marchant devant, Malfoy le visage amer. Installa un moment, indécis, puis il dit « Je reviens tout de suite, Luna. Toilette. » D'accord, répondit Luna d'un ton joyeux, et tandis qu'il s'éloignait en hâte parmi la foule des invités, il crut l'entendre parler à nouveau de la conspiration des Roquegros avec le professeur Trelawney, qui paraissait très intéressé. Une fois sorti de la pièce, il n'eut aucun mal à prendre dans sa poche la cape d'invisibilité
et à s'en recouvrir, le couloir étant totalement désert. Il fut plus difficile, en revanche, de retrouver Rogue et Malfoy. Harry courut le long du couloir, le bruit de ses pas, étouffé par la musique et l'écho des conversations qui provenaient du bureau de Slughorn. Rogue avait peut-être emmené Malfoy dans son bureau, au sous-sol, ou l'avait-il accompagné jusqu'à la salle commune des Serpentards? Harry, cependant, colla son oreille contre chacune des portes à mesure qu'il avançait, jusqu'à ce que, avec un tressaillement de joie, il entende des voix à travers le trou de la serrure de la dernière salle de classe. Vous ne pouvez pas vous permettre de commettre des erreurs, Draco, parce que si vous êtes renvoyé, je n'avais rien avec ça, d'accord? J'espère que vous dites la vérité, car c'était à la fois maladroit et idiot. On vous soupçonne déjà d'y être mêlé. Qui me soupçonne? Répliqua Malfoy avec colère. Je vous répète que je n'y suis pour rien, ok? Cette Katy Bell doit avoir un ennemi dont personne ne sait rien. Ne me regardez pas comme ça. Je sais que vous êtes ce que vous êtes en train de faire. Je ne suis pas stupide, mais vous n'y arriverez pas. Je vous en empêcherai. Il y eut un silence, puis Rogue dit à voix basse. Ah, je vois que la tante Bellatrix vous a enseigné l'occlumencie. Quelle pensée essayez-vous de cacher à votre maître, Draco? Je n'essaye pas de lui cacher quoi que ce soit. Simplement, je ne veux pas que vous vous en mêliez. Harry colla un peu plus son oreille contre le trou de la serrure. Qu'est-il arrivé pour que Malfoy parle ainsi à Rogue, à qui il avait toujours montré du respect et même de l'affection? C'est donc pour ça que vous m'aviez évité ce trimestre. Vous aviez peur que j'interfère. Vous vous rendez compte, Draco, que si quiconque d'autre avait refusé de se présenter dans mon bureau alors que j'en ai fait la demande à plusieurs reprises. Si vous y tenez, donnez-moi une retenue. Signalez-moi à Dumbledore, l'interrompit Malfoy avec ironie. Il y eut un nouveau silence, puis Rogue reprit. Vous savez très bien que je ne veux ni l'un ni l'autre. Alors arrêtez de me convoquer dans votre bureau. Écoutez-moi bien, dit Rogue. La voix si basse à présent que Harry dut appuyer son oreille de toutes ses forces contre la serrure pour l'entendre. J'essaye de vous aider. J'ai juré à votre mère que je vous protégerai. J'ai fait le serment inviolable, Draco. Dans ce cas, vous allez devoir le trahir parce que je n'ai pas besoin de votre protection. C'est ma mission. Il me l'a confiée à moi et je l'accomplirai. J'ai un plan qui va marcher. Il prend simplement un peu plus de temps que je ne le prévoyais. Quel est ce plan? Ça ne vous regarde pas. Si vous me dites ce que vous essayez de faire, je pourrai vous assister. Je dispose de toute l'assistance nécessaire, merci. Je ne suis pas seul. Vous l'étiez, ce soir. Celui qui était d'une extrême idiotie. Se promener ainsi dans les couloirs, sans personne pour faire le quai ou pour vous seconder. Il y a des erreurs élémentaires à ne pas commettre. J'aurais eu Crabbe et Goyle avec moi si vous ne leur aviez pas donné une retenue. Moins fort, lança Rogue, car Malfoy avait haussé le ton et parlait d'une voix surexcitée. Si vos amis Crabbe et Goyle ont l'intention, cette année, de décrocher leur puce en défense contre les forces du mal, il faudrait qu'ils travaillent un peu plus qu'ils ne l'ont fait pour l'instant. Qu'est-ce que ça peut faire, coupa Malfoy? La défense contre les forces du mal, c'est une plaisanterie, non? Une comédie. Comme si nous avions besoin de nous protéger contre les forces du mal. C'est une comédie qui est indispensable au succès, Draco, répliqua Rogue. Ou croyez-vous que je me serais retrouvé pendant toutes ces années si je n'avais pas su jouer la comédie? Maintenant, écoutez-moi bien. Vous vous montrerez un peu puis dans les couloirs, en vous laissant surprendre. Si par ailleurs, vous fiez à des gens comme Crabbe et Goyle, ce ne sont pas les seuls. J'en ai d'autres de mon côté qui sont beaucoup mieux. Alors pourquoi ne pas vous confier à moi afin que je puisse? Je sais très bien ce que vous mijotez. Vous voulez vous approprier ma gloire. Il y eut encore un silence, puis Rogue dit avec froideur. Nickel, bientôt la fin du chapitre, Anna.
arrestation et l'emprisonnement de votre père vous est bouleversé, mais... Harry eut à peine une seconde pour réagir. Il entendit les pas de Malfoy de l'autre côté de la porte et eut tout juste le temps de s'écarter de son chemin à l'instant où il ouvrait à la volée. Malfoy s'éloignait dans le couloir à grands pas, sans s'arrêter devant la porte ouverte du bureau de Slughorn. Puis, il tourna à l'angle du mur et disparut. Osant tout juste respirer, Harry resta accroupi, tandis que Rogue sortait lentement de la salle de classe, le visage insondable, et il retourna à la fête de Slughorn. Harry, caché sous sa cape, demeura immobile, ses pensées se bouleversant dans sa tête. Aïe aïe. Merci Anna pour le coup à boire. Bon, on a fini un chapitre. Encore un chapitre pour ce soir les loulous. Chapitre 16. Un Noël glacial. Donc, Rogue proposait de l'aider. Il proposait vraiment de l'aider. Si tu me le demandes encore une fois, répliqua Harry, je te colle ce chou de Bruxelles dans le... Je vérifie, c'est tout, protesta Ron. Ils étaient tous les deux, seuls, devant l'évier de la cuisine du terrier, occupés à éplucher une montagne de choux de Bruxelles pour Madame Weasley. Par la fenêtre, ils voyaient la neige tomber devant eux. Oui, Rogue a proposé de l'aider, répéta. Il a dit qu'il avait promis à la mère de Malfoy de le protéger. Qu'il avait fait avec elle un vœu inviolable ou je ne sais quoi. Un serment inviolable, s'exclama Ron stupéfait. Non, c'est impossible, tu es sûr? Oui, j'en suis sûr, répondit Harry. Qu'est-ce que ça signifie? Comme son nom l'indique, on ne peut pas violer un serment inviolable. Aussi curieux que ça puisse te paraître, je m'en étais douté. Mais qu'est-ce qui se passe si on le viole? Tu en meurs, dit simplement Ron. Fred et George ont voulu m'obliger à en faire un quand j'avais 5 ans. J'ai failli aller jusqu'au bout. Je tenais la main de Fred et il commençait à prononcer la formule quand papa est arrivé. Il est devenu fou, se rappela Ron, l'œil brillant à l'évocation de ce souvenir. C'est la seule fois où j'ai vu papa aussi en colère que maman. Fred dit que sa fesse gauche n'a jamais été plus la même depuis. D'accord, mais à part la fesse gauche de Fred, pardon, lança derrière la voix de Fred. Les jumeaux venaient d'entrer dans la cuisine. Ah, Georges, regarde ça. Ils utilisent des couteaux et tout le matériel. Je leur souhaite bien du plaisir. Dans un peu plus de 2 mois, j'aurai 17 ans, grogna Ron, et à ce moment-là, j'aurai le droit de pratiquer la magie. Mais en attendant, dit Georges, qui s'assit à la table et proposa les pieds dessus, on peut encore assister à une belle démonstration de la façon dont on doit se servir d'un... Oula, c'est ta faute, s'écria Ron avec colère en suçant la coupure qu'il venait de se faire au pouce. Attends un peu que j'ai 17 ans. Oula, comment ça va, Hagrid? Merci bien. Ça va bien. J'ai perdu ma ligne. Allez. J'étais sur une page, c'est pour ça. Je suis sûr que tu nous éblouiras par tes talents magiques, jusqu'alors insoupçonnés, dit Fred en bâillant. Et en parlant de talent, jusqu'alors insoupçonné, Ronald, c'est quoi cette histoire que Ginny nous a racontée à propos de toi et d'une jeune demoiselle qui s'appelle, si nos informations sont exactes, Lavande Brown, demanda George. Ron rougit un peu, mais ne sembla pas mécontent, tandis qu'il retournait à ses joues de Bruxelles. Occupez-vous de vos affaires. Quelle réplique cinglante, commenta Fred. Je me demande où tu vas les chercher.
Mais ce qu'on voulait savoir, c'était comment elle serait. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a eu un accident ou quoi? Pour avoir le cerveau aussi abîmé. Attention. Madame Weasley entra au moment où Ron jetait le couteau par lequel il épluchait les choux de Bruxelles, droit sur Fred, qui le transforma d'un petit coup de baguette magique en avion en papier. Aïe aïe aïe, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Ron, dit Madame Weasley avec fureur, que je ne te vois plus lancer de couteau. C'est promis, je ne le ferai plus, répondit Ron. Quand tu seras là, ajouta-t-il dans un murmure, en se tournant à nouveau vers la montagne de choux de Bruxelles. Fred, George, je suis désolé mes chéris, mais Remus arrive ce soir, et vous devez donc faire une petite place à Pine. Pas de problème, assura George. Comme Charlie ne revient pas à la maison, Harry et Ron coucheront dans le grenier, et si Fleur partage la chambre de Ginny, ce sera le plus beau cadeau de Noël de Ginny, barmonna Fred. Tout le monde sera confortablement installé. Enfin, au moins chacun aura son lit, dit Madame Weasley, qui avait l'air un peu fatiguée. On est certain que Percy ne montrera pas sa sale tête, demanda Fred. Madame Weasley se détourna avant de répondre. Non, j'imagine qu'il est trop occupé au ministère. Ou alors, c'est le plus grand crétin du monde, dit Fred, lança lorsque Madame Weasley eut quitté la cuisine. L'un des deux. Bon, eh bien, allons-y, Georges. Qu'est-ce que vous mijotez? Interrogea Ron. Vous ne pourriez pas nous aider avec les choux de Bruxelles? Vous n'auriez qu'à vous servir de votre baguette, et nous aussi, on serait libres. Non, je ne pense pas que nous soyons disposés à le faire, répondit Fred, très sérieux. Éplucher des choux de Bruxelles sans recourir à la magie est excellent pour former le caractère. Ça permet de se rendre compte combien c'est difficile pour les moldus et les craquemolles. Et puis, si tu veux que les gens t'aident, ajouta Georges, en lui jetant l'avion en papier, il vaut mieux ne pas balancer de couteau à la figure. Simple suggestion. On va au village, où il y a de très jolies filles qui travaillent chez la marchande des journaux, qui trouvent mes tours de cartes, absolument merveilleux, quasiment magiques. En regardant Fred et Georges traverser le jardin enneigé. Ça ne leur aurait pas pris plus de 10 secondes si on aurait pu sortir nous aussi. Moi je n'aurais pas pu, soupira Harry. J'ai promis à Dumbledore de ne pas aller me promener pendant que je serai ici. Ah oui, bien sûr, dit Ron. Il éplucha quelques choux de Bruxelles, puis ajouta. Tu vas raconter à Dumbledore la conversation que tu as entendue entre Rogue et Malfoy. Oui, répondit Harry. Je vais la raconter à tous ceux qui peuvent mettre un terme à ça. Et Dumbledore est en tête de liste. Peut-être que j'en dirai aussi un mot à ton père. Dommage que tu n'aies pas su ce que Malfoy cherche à faire. Je n'aurais pas pu. C'était justement ça, le fond des choses. Et il refusait d'en parler à Rogue. Il y eut un moment de silence, puis Ron reprit. Tu te doutes, bien sûr, de ce que tout le monde dira. Papa, Dumbledore et tous les autres. Que Rogue n'essaye pas vraiment d'aider Malfoy, qu'il voulait simplement savoir ce qu'il préparait. Ils ne l'ont pas entendu, trancha Harry d'un ton catégorique. Personne ne peut jouer aussi bien la comédie, pas même Rogue. Ouais, je disais ça comme ça. Harry se tourna vers lui, les sourcils foncés. Tu penses que j'ai raison, non? Oui, bien sûr, s'empressa de répondre Ron. Sérieusement, je te crois. Mais ils sont tous convaincus que Rogue fait partie de l'ordre, non? Harry resta silencieux. Il avait prévu qu'on lui opposerait cet argument. Il lui semblait déjà entendre Hermione. C'est évident, Harry. Et il prétend vouloir aider Malfoy pour l'inciter à lui raconter ce qu'il prépare. Il ne pouvait cependant imaginer ses commentaires, car il n'avait pas trouvé le temps de lui rapporter ce qu'il avait entendu. Hermione avait disparu de la fête de Slughorn avant que lui-même y soit revenu. C'était en tout
répliqua ce que lui avait dit McLaggen furieux, et quand il était retourné dans la salle commune, elle était déjà montée se coucher. Comme Ron et lui partaient de bonne heure le lendemain matin pour aller au terrier, il avait tout juste eu le temps de lui souhaiter un joyeux Noël et de lui annoncer qu'il aurait des nouvelles très importantes à lui communiquer à leur retour de vacances. Mais il n'avait pas su, mais il n'était pas vraiment sûr qu'elle ait entendu, car pendant qu'il lui parlait, Ron et la bande avaient échangé, juste derrière lui, un très long au revoir qui passait de mots. Pourtant, elle ne pouvait le nier. Malfoy mijotait vraiment quelque chose, et Rogue le savait. Harry pouvait donc légitimement affirmer « Je te l'avais bien dit », ce qu'il ne s'était pas privé de faire auprès de Ron. Harry n'avait pas l'occasion de parler à M. Weasley qui avait travaillé de longues heures au ministère jusqu'au soir du réveillon. Les Weasley et leur invité étaient installés dans le living room, déjà décoré par Ginny, avec une telle profusion qu'elle avait l'impression d'être assis au milieu d'une explosion de guirlandes. Fred, George, Harry et Ron étaient les seuls à savoir que l'ange accroché au sommet du sapin était en réalité un gnome de jardin qui avait mordu Fred à la cheville alors qu'il arrachait des carottes pour le réveillon. Stupéfixié, doré, serré par un tutu miniature avec des petites ailes collées sur le dos, il les regardait d'un œil noir. Jamais Harry n'avait vu un ange aussi laid, avec sa grosse tête chauve, semblable de terre et des pieds velus. Ce soir-là, ils devaient tous écouter une émission de Noël avec en vedette la chanteuse préférée de Madame Weasley, Célestina Modulbeck, dont la voix grasouillante s'élevait du grand poste de radio en bois. Fleur, qui semblait trouver Célestina très ennuyeuse, parlait à voix si haute dans son coin que Madame Weasley, l'air mécontent, ne cessait de pointer sa baguette vers le bouton du son, si bien que Célestina chantait de plus en plus fort, couvert par une chanson particulièrement jazzy intitulée « Un chaudron plein de passion ». Fred et George avaient entamé une petite bataille explosive avec Ginny. Ron, de son côté, lançait des regards embillés à Fleur et à Bill, comme s'il espérait s'instruire. Pendant ce temps, Rémus Lupin, plus maigre et déguenillé que jamais, était assis auprès du feu, perdu dans ses pensées profondes, indifférent à la voix de Célestine qui chantait. « Bonne nuit Élodie, repose-toi bien. Et merci d'être passé, c'est très gentil. Oh, viens remuer mon chaudron, et si tu t'y prends comme il faut, je te ferai bouillir une grande passion pour te garder ce soir auprès de moi bien au chaud. » Et merci pour le nouveau follow. Merci du coup Edwina, pardon. Installe-toi bien, viens te reposer. Toute tension là-dessus, quand nous avions 18 ans, dit Madame Weasley en s'essuyant les yeux avec le pull qu'elle était en train de tricoter. Tu te souviens, Arthur? À Monsieur Weasley, qui dodelinait de la tête en épluchant un kumquat. Ah oui, merveilleuse chanson. Il fit un effort pour se redresser un peu et se retourna vers Harry assis à côté de lui. Désolé de t'infliger ça, s'excusa-t-il en désignant l'insigne de tête le poste de radio, tandis que Célestina chantait le refrain. Ce sera bientôt fini. Ce n'est pas grave, répondit Harry avec un sourire. Vous avez eu beaucoup de travail au ministère. Oh oui, dit Monsieur Weasley. Ça me dérangerait pas si les résultats en valaient la peine. Mais, sur les 3 personnes que nous avons arrêtées ces 2 derniers mois, je doute qu'il y ait une seule qui soit véritablement un manche-mort. Surtout, ne le répète à personne, Harry, ajouta-t-il aussitôt, l'air soudain beaucoup plus réveillé. Qu'est-ce que tu veux faire, Salamsen? Ils n'ont quand même pas gardé Stan Rocade en prison, j'espère. J'ai bien peur que si. Je sais que Dumbledore a essayé d'intervenir directement auprès de Scrimgeour au sujet de Stan. Tous ceux qui l'ont vraiment interrogé s'accordent à dire qu'il n'est pas plus manche-mort que ce Comcock. Mais, en haut lieu, ils veulent donner l'impression
l'impression de progresser, et 3 arrestations sonnent mieux que 3 personnes arrêtées par erreur qui ont été relâchées. Aïe aïe aïe. Je crois que je l'ai, je sais pas si je l'ai. Je vais voir, j'ai déjà plein de jeux d'horreur en réserve, je vais voir, au pire en fait je te ferai un vocal et je te streamerai les jeux que j'ai, comme ça on verra. Parce que Elodie elle va le faire je crois, Little Hope elle le fait dimanche prochain, si tu veux le voir. Mais des jeux d'horreur en vrai, t'inquiète, il y a de quoi faire. Je ne dirai rien pour rien. Il hésita un instant, cherchant le meilleur moyen d'aborder le sujet dont il voulait parler. Pendant qu'il mettait un peu d'ordre dans ses pensées, Célestina entama une palette qui avait pour titre « Tu as ensorcelé mon cœur ». Monsieur Weasley, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à la gare le jour où nous partions pour l'école? J'ai vérifié, répondit immédiatement Monsieur Weasley. J'ai perquisitionné la maison des Malfoy, et je n'ai trouvé aucun objet, ni cassé, ni entier, et qui n'aurait pas dû être là. Oui, j'aime bien les jeux d'horreur, ça me Z. Mais Little Hope, il me fera pas peur dans le sens où je l'ai déjà vu en stream et je le connais, je sais tout en fait. Du coup, ça me fera pas peur plus que ça, je pense. Autant que tu aies pris ta récompense pour quelque chose qui me fasse peur, quoi. Je l'ai lu dans la gazette, mais je voudrais vous parler d'autre chose, quelque chose de plus. Et il lui raconta à Monsieur Weasley la conversation entre Malfoy et Rogue. Tandis qu'il parlait, Harry vit Lupin tourner légèrement la tête vers lui, écoutant chaque mot. Lorsqu'il eut terminé, il y eut un silence et on n'entendit plus que la voix suave de Célestina qui chantait. « Oh, mon cœur malheureux, où s'en est-il allé? C'est pour un sortilège qu'il m'a abandonné. » T'est-il venu à l'idée, Harry, que Rogue faisait simplement semblant, commença Monsieur Weasley. Semblant de proposer son aide pour pouvoir découvrir ce que Malfoy préparait, acheva Harry. Oui, je pensais bien que vous diriez cela, mais comment le savoir? Ce n'est pas notre affaire de le savoir, intervint inopinément Lupin. Il avait à présent tourné le dos à la cheminée et regardait Harry en face, derrière Monsieur Weasley, assis entre eux. C'est l'affaire de Dumbledore. Dumbledore a confiance en Severus, et cela devrait nous suffire à tous. Mais, répondit Harry, imaginons simplement que Dumbledore se trompe au sujet de Rogue. Il y a des gens qui l'ont souvent prétendu. Tout dépend si on fait confiance au jugement de Dumbledore ou pas. Moi, j'ai confiance, donc j'ai aussi confiance en Severus. Mais Dumbledore peut commettre des erreurs, répliqua Harry. Il le dit lui-même, et vous? Il fixa Lupin droit dans les yeux. Franchement, c'est mes Rogue. Je ne peux pas dire que j'aime ou pas. Ni l'un ni l'autre, répondit Lupin. Non, Harry, ce n'est pas la vérité, ajouta-t-il. Non, Harry, c'est la vérité, ajouta-t-il en voyant son air sceptique. Nous ne serons peut-être jamais des amis. Tout ce qui s'est passé entre James et Sirius d'un côté et Severus de l'autre a laissé trop de souvenirs amers. Mais je n'oublie pas que pendant l'année où j'ai enseigné à Poudlard, Severus m'a préparé chaque mois la potion du loup d'une manière parfaite, si bien que je n'ai jamais eu à en souffrir de la pleine lune, comme cela m'arrive d'habitude. Mais il a quand même laissé comprendre indicitement que vous étiez un loup-garou, ce qui vous a obligé à partir, dit Harry avec colère. Lupin haussa les épaules. Et de toute façon, nous savons tous les deux qu'il voulait ce poste, mais il aurait pu me faire encore plus de mal s'il avait trafiqué la potion. Et il m'a permis de conserver la santé. Je lui dois d'être reconnaissant. Peut-être qu'il n'a pas osé toucher à la potion parce que Dumbledore le surveillait, objecta Harry. Tu as décidé de le haïr, Harry, dit Lupin, avec un faible sourire. Et je te comprends. James étant ton père et Sirius ton parrain, tu as hérité d'un vieux préjugé. Va donc répéter à Dumbledore ce que tu as raconté à Arthur et à moi, mais ne t'attends pas à ce qu'il partage ton point de vue sur la question. Ne t'attends même pas à ce qu'il soit surpris de ce que tu lui diras. C'est peut-être sur ordre de Dumbledore
que Séverus a interrogé Drago. Maintenant que tu l'as brisé, sans la moindre pitié, fuis-moi, je t'en prie, fuis-moi, je t'en prie la faveur de me rendre mon cœur. Célestina acheva sa chanson sur une longue note aiguë, déclenchant dans le poste des applaudissements retentissants auxquels Madame Weasley se joignit avec enthousiasme. Et coucou Edwina, merci beaucoup, tant mieux si ça te plaît. Tu peux changer de Pokémon si ça te dit. Normalement sous le stream, si tu es sur PC, tu as stream avatar. Et tu peux choisir ton avatar, du coup ton Pokémon. Ça y est, c'est fini, oui, dit Fleur d'une voix sonore. Ce n'est pas trop tôt, quelle horrible. On boit un petit verre avant de monter se coucher, proposa Monsieur Weasley, en parlant plus fort qu'elle. Qui veut un lait de poule? Qu'est-ce que vous avez fait ces temps derniers? Demanda Harry à Lupin tandis que Monsieur Weasley se hâtait d'aller chercher le lait de poule. Les autres s'étirèrent et les conversations reprirent. Oh, je ne puis consacrer à un travail souterrain. Je me suis consacré à un travail souterrain, répondit Lupin, presque au sens propre du terme. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu t'écrire, Harry. D'envoyer des lettres aurait éveillé les soupçons. Que voulez-vous dire? J'ai passé mon temps avec mes semblables, mes égaux, expliqua Lupin. Les loups-garous, ajouta-t-il. Compréhension de Harry. Ils sont presque tous dans le camp de Voldemort. Dumbledore voulait un espion parmi eux, et j'étais là, prêt à l'emploi. Il semblait un peu amer, et s'en rendit peut-être compte, car il eut un sourire plus chaleureux avant de poursuivre. Je ne m'en plains pas, c'est un travail nécessaire et qui peut l'accomplir mieux que moi. Mais il est difficile de gagner leur confiance. On voit tout de suite, à certains signes indiscutables, que j'ai essayé de vivre parmi les sorciers, alors que eux ont fui la société normale et mènent une existence marginale, en volant, parfois en tuant, pour manger. Comment se fait-il qu'ils préfèrent Voldemort? Ils pensent que sous son pouvoir, ils auront une meilleure vie, dit Lupin. Il est difficile de discuter avec Greyback. Qui est Greyback? Tu n'as jamais entendu parler de lui? Les mains de Lupin, posées sur ses genoux, se crispèrent d'un geste convulsif. Greyback est sans doute le plus sauvage des loups-garous vivants aujourd'hui, et il considère comme sa mission dans l'existence de mordre et de contaminer le plus de gens possible. Il veut créer suffisamment de loups-garous pour que leur l'emporte sur celui des sorciers. Voldemort lui a promis des proies en échange de ses services. Greyback se spécialise sur les enfants. Mordez-les quand ils sont jeunes, dit-il, et élevez-les loin de leur famille. Apprenez-leur à haïr les sorciers normaux. Voldemort menace souvent les parents de le lâcher sur leur fils ou leur fille. Une tactique qui produit généralement de beaux résultats. Lupin s'interrompit un instant, puis il dit: c'est Greyback qui m'a mordu. Quoi? S'exclama Harry stupéfait. Quand vous étiez enfant? Oui, mon père m'avait devancé. Pendant longtemps, j'ai ignoré l'identité du loup-garou qui m'avait attaqué. J'éprouvais même de la pitié pour lui, en pensant qu'il n'avait pas pu se contrôler, car je savais alors ce qu'on ressentait quand on se transforme. Mais Greyback n'est pas comme ça. À la pleine lune, il se place à proximité de ses victimes désignées, s'assurant ainsi qu'elle sera suffisamment près d'elle pour frapper. Il organise tout d'avance. Voilà l'homme dont Voldemort se sert pour diriger les loups-garous. Je ne peux pas prétendre que mes arguments rationnels aient beaucoup d'influence face au discours de Greyback, qui répète sans cesse que les loups-garous auront trop du sang, que nous devrons nous venger sur les gens normaux. Mais vous êtes normal, affirma Harry avec force. Vous avez simplement un problème. Lupin éclata de rire. Parfois tu me rappelles beaucoup James. En public, lui aussi appelait ça mon petit problème de fourrure. Les autres croyaient souvent que je possédais un lapin mal élevé. L'air un peu plus joyeux, Lupin remercia Monsieur Weasley qui avait apporté un verre de lait de poule. Harry éprouva une soudaine excitation. Cette allusion à son père venait de lui rappeler
proposer à Lupin. Avez-vous jamais entendu parler de quelqu'un qui s'appelait le prince de sang mêlé? Quoi, de sang mêlé? Le prince, répéta Harry, en observant attentivement. Dit le nom, évoquait quelque chose en lui. Il n'y a pas de prince chez les sorciers, répondit Lupin, qui souriait à présent. C'est un titre que tu songes à adopter. Je pensais que l'élu te suffirait. Ça n'a aucun rapport avec moi, s'indigna Harry. Le prince de sang mêlé est quelqu'un qui a étudié à Poudlard. J'ai son ancien livre de potions, et il a écrit des formules sur toutes les pages, des sortilèges qu'il a inventés lui-même. L'un d'eux était le Levicorpus. Ah, celui-là était très à la mode quand j'étais à Poudlard, se rappela Lupin. Au cours de ma 5e année, il y eut quelques mois pendant lesquels on ne pouvait plus faire un pas sans se retrouver suspendu dans les airs par une cheville. Mon père s'en est servi, dit Harry. Je l'ai vu dans la piscine et il l'a utilisé contre Rogue. Il avait essayé d'adopter un ton dégagé, comme s'il s'agissait d'une remarque sans importance, lancée en passant. Mais il n'était pas certain d'avoir obtenu l'effet désiré. Le sourire de Lupin montrait qu'il comprenait un peu trop bien. Oui, mais il n'était pas le seul. Comme je te le disais, c'était un sortilège très apprécié à l'époque. Toutes ces formules vont et viennent, comme tu le sais. Mais il semble avoir été inventé pendant que vous étiez à l'école, insista Harry. Pas forcément, répondit Lupin. Ces maléfices reviennent parfois à la mode, puis disparaissent à nouveau, comme tout le reste. Il regarda Harry dans les yeux et dit à voix basse. James était un sang pur, Harry, et je peux te promettre qu'il ne nous a jamais demandé de l'appeler prince. Abandonnant tous vos semblants, Harry demanda. Et ce n'était pas Sirius? Certainement pas. Harry contempla le feu dans la cheminée. Je pensais tout simplement que, en fait, le prince m'a été très utile en cours de potion. Ce livre date de quand, Harry? Je ne sais pas, je n'ai jamais regardé. Peut-être que ça te donnera une idée de l'époque à laquelle le prince était à Poudlard, dit Lupin. Peu après, Fleur décida d'imiter Célestina, chantant un chaudron plein de passion, ce que tout le monde considéra, en voyant l'expression de Madame Weasley, comme le signal qu'il était temps d'aller se coucher. Harry et Ron montèrent tous deux en haut dans la chambre que Ron avait au grenier, et où un lit de camp avait été ajouté pour Harry. Ron s'endormit presque immédiatement, mais avant de se mettre au lit, Harry plongea dans sa grosse valise pour y prendre son manuel avancé de préparation des potions. Il tournait les pages jusqu'à ce qu'il trouve enfin, au tout début du livre, la date à laquelle il avait été publié, c'est-à-dire 50 ans par. Ni son père, ni les amis de son père n'étaient à Poudlard à cette époque-là. Déçu, Harry jeta le livre dans sa valise, éteignit la lampe et se retourna dans son lit, pensant au loup-garou et à Rogue, à Stan Roncade et au prince de sang mêlé. Puis, sombrant dans un sommeil agité, rempli d'ombres qui rôdaient autour de lui et de cris d'enfants moldus. Elle plaisante ou quoi? Harry se réveilla en sursaut et trouva une grosse chaussette posée au pied de son lit. Il mit ses lunettes et regarda à côté de lui. Devant la minuscule fenêtre presque entièrement masquée par la neige, Ron, assis droit dans son lit, examinait une espèce chaîne d'or. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Harry. « C'est la vente qui me l'a envoyé, répondit Ron, indigné. Elle ne peut quand même pas penser que je vais porter ça. Harry regarda de plus près et éclata d'un grand rire. Accroché à la chaîne, des grosses lettres d'or formaient les mots « Ma bien-aimée ». Très jolie, dit-il. Beaucoup de classe. Tu devrais la mettre quand Fred et George seront là. Si jamais tu leur racontes ça, menaça Ron, en cachant le collier sous son oreiller, je vais me bégayer à la figure, suggéra Harry avec un sourire. Tu crois vraiment que je ferais une chose pareille? Comment a-t-elle pu imaginer que ce machin-là me plairait? Demanda Ron dans le vide, l'air paisiblement choqué. Essaye de te souvenir, dit Harry. Tu ne lui as jamais laissé entendre que tu aimerais bien te promener en public avec ma bien-aimée autour du cou. En fait, on ne parle pas tellement, répondit Ron. On passe surtout notre temps à vous embrasser.
acheva Harry. Oui, c'est ça, admit Ron. Il hésita un moment, puis ajouta. C'est vrai qu'Hermione sort avec McLaggen? Je ne sais pas. Et ils étaient ensemble à la soirée de Slughorn, mais je crois que ça ne s'est pas très bien passé. Ron parut un peu plus joyeux lorsqu'il replongea dans les profondeurs de sa chaussette. Parmi les cadeaux de Harry, il y avait un pull avec un grand vif d'or tricoté par Madame Weasley, une grosse boîte de produits de farce et attrape pour sorciers facétieux envoyés par les jumeaux, ainsi qu'un paquet légèrement humide qui sentait le moisi et dont l'étiquette indiquait au maître de la part de créatures. Harry regarda le paquet. Tu crois que je peux l'ouvrir sans risque? Demanda-t-il. Ça ne peut pas être dangereux. Notre courrier est contrôlé par le ministère, répondit Harry, tout en observant le paquet d'un air soupçonneux. Je n'ai pas songé à envoyer de cadeaux à créatures. Est-ce que les gens ont l'habitude d'offrir quelque chose à leur elfe de maison pour Noël? Interrogea Harry, en tâtant le paquet avec précaution. Hermione le ferait sûrement, dit Ron, mais attends de voir ce que c'est de te sentir coupable. Un instant plus tard, Harry poussa un grand cri et bondit hors du lit. Le paquet était rempli d'asticots. Charmant, commenta Ron avec un grand éclat de rire. Très délicate attention. Je préfère ça à ton collier, répliqua Harry, ce qui calma aussitôt Ron. Lorsqu'ils s'assirent à la table pour le déjeuner, ils portaient tous les deux leurs nouveaux pulls, à l'exception de Fleur, pour qui, semblait-il, Madame Weasley n'avait pas voulu gaspiller de sa laine. Et de Madame Weasley elle-même qui apportait un tout nouveau chapeau de sorcière bleu nuit, parsemé de minuscules étoiles étincelantes apparemment en diamant, ainsi qu'un collier d'or spectaculaire. C'est Fred et George qui me les ont offerts. Ils sont magnifiques, non? Tu vois, maman, maintenant que nous avons nos chaussettes, que nous lavons nos chaussettes nous-mêmes, nous t'apprécions de plus en plus, dit George, avec un geste dégagé. Un peu de pané, Rémus. Harry, tu as un asticot dans les cheveux, dit Ginny, d'un ton amusé, en se penchant par-dessus la table pour le lui enlever. Harry sentit sur sa nuque un frisson qui n'avait rien à voir avec l'asticot. « Oh, mais c'est absolument horrible !» s'exclama Flurk, avec un haut le cœur affecté. « Oh, n'est-ce pas, dit Ron? Un peu de sauce, Fleur. » Dans sa hâte de la servir, il renversa la saucière. Bill donna un coup de baguette magique et la sauce s'éleva dans les airs pour retomber docilement dans son récipient. « Tu es aussi maladroit que cette Tonks, dit Fleur à Ron lorsqu'elle eut fini d'embrasser Bill pour le remercier. C'est fou ce qu'elle peut renverser de... J'ai invité notre chère Tonks à venir aujourd'hui, l'interrompit Madame Weasley, qui lança à Fleur un regard noir en posant les carottes sur la table avec une force injustifiée. Mais elle n'a pas voulu. Tu lui as parlé ces derniers temps, Rémus? Oh, je n'ai pas vu grand monde, répondit Lupin. Mais Tonks va dans sa propre famille, non? Dit Madame Weasley. Peut-être. J'ai plutôt l'impression qu'elle avait l'intention de passer Noël seule. Elle regarda Lupin d'un air agacé, comme si c'était à cause de lui qu'elle avait Fleur comme belle-fille, plutôt que Tonks, mais qui observait Fleur à la dérobée, tandis qu'elle faisait manger à Bill des morceaux de dinde avec sa propre fourchette. Songea que Madame Weasley livrait un combat perdu depuis longtemps. Il se souvint alors d'une question qu'il s'était posée à propos de Tonks et à laquelle Lupin, l'homme qui savait tout des Patronus, était le mieux placé pour répondre. Le Patronus de Tonks a changé de forme, lui dit-il. C'est en tout cas ce que prétend Rogue. Je ne savais pas que ça pouvait se produire. Pourquoi un Patronus changerait-il? Lupin prit son temps pour mâcher sa dinde et l'avaler avant d'exprimer d'une voix haute. Parfois, un grand choc, un bouleversement émotionnel. Il paraissait très grand, avec 4 pattes, reprit Harry, frappé par une soudaine pensée. Il ajouta à voix basse. Est-ce que ça pourrait être Arthur, dit soudain Madame Weasley. Elle s'était levée de sa chaise, la main pressée contre son cœur, les yeux fixés par la fenêtre de la cuisine. Arthur, c'est Percy. Quoi? Monsieur Weasley se retourna. Tout le monde regarda par la fenêtre. Ginny
se leva à son tour pour mieux voir. C'était bien Percy Weasley qui traversait à grands pas le jardin enneigé, ses lunettes d'écailles brillantes sous le soleil. Mais il n'était pas seul. Arthur, il est avec le ministre. En effet, l'homme dont Harry avait vu la photo dans la gazette du sorcier suivait Percy, en boitant légèrement, sa crinière grisonnante et sa cape noire parsemée de neige. Avant que quiconque ait pu prononcer un mot, avant que monsieur et madame Weasley aient pu faire autre chose que d'échanger des regards stupéfaits, la porte de derrière s'ouvrit et Percy entra. Il y eut un moment de douloureux silence. Puis, Percy dit avec raideur: « Joyeux Noël, maman. »« Oh, Percy !» s'exclama madame Weasley, et elle se jeta dans ses bras. Rufus s'arrêta sur le seuil de la porte, appuyé sur sa canne, souriant au spectacle de cette scène touchante. « Pardonnez cette interruption, déclara-t-il, lorsque madame Weasley se tourna vers lui, le visage rayonnant, en essuyant ses larmes. Percy et moi étions dans les environs. Le travail, vous comprenez, et il n'a pas pu résister à l'envie de vous faire une petite visite. Mais Percy ne manifestait aucun désir de saluer qui que ce soit d'autre dans la famille. Il restait là, droit comme un piquet, l'air mal à l'aise, regardant ailleurs. Monsieur Weasley, Fred et George l'observaient tout droit, le visage impassible. « Asseyez-vous donc, monsieur le ministre, proposa madame Weasley d'un air affairé, en redressant son chapeau. Vous prendrez bien un peu de dinde ou un coup de bateau. Je veux dire... Non, non, ma chère Molly, répondit Scrimgeour. Harry devina qu'il avait dû demander à Percy quel était son prénom avant d'entrer dans la maison, pardon. Je ne veux pas m'imposer, je ne serais même pas venu si Percy n'avait pas eu une telle envie de vous retrouver tous. Oh, Perce, dit madame Weasley, les yeux pleins de larmes, en se redressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Nous ne restons pas plus de 5 minutes, je vais, dites-moi, que vous bavardez avec Percy. Non, non, je vous assure, je ne veux surtout pas m'immiscer. Si quelqu'un voulait bien me montrer votre charmant jardin... Ah tiens, je vois que ce jeune homme a fini de manger. Pourquoi ne ferait-il pas un petit tour avec moi? L'atmosphère changea autour de la table. Tout le monde regarda alternativement Scrimgeour et Harry. Nul ne semblait convaincu que Scrimgeour était sincère quand il prétendait ignorer le nom de Harry, ou l'avoir choisi au hasard pour l'accompagner dans le jardin, alors que Ginny, Fleur et George avaient eux aussi fini leurs assiettes. Oui, d'accord, répondit Harry, dans le silence qui s'était installé. Il n'était pas dupe. Avait affirmé qu'il se trouvait là dans les environs et que Percy avait tenu à venir dire bonjour à sa famille, et il ne faisait aucun doute que la véritable raison de leur présence était qu'il voulait parler seul à seul avec Harry. C'est très bien, dit-il à voix basse, en passant devant Lupin, qui s'était à moitié levé de sa chaise. Très bien, répéta-t-il, alors que monsieur Weasley s'apprêtait à parler. Merveilleux, dit Rufus, en reculant d'un pas pour laisser Harry sortir. On va simplement marcher un peu dans le jardin et nous repartirons tout de suite. Percy et moi. Continuez comme si je n'étais pas là. Harry traversa la petite cour qui menait au jardin touffu et couvert de neige des Weasley. Rufus boitant légèrement à côté de lui. Harry savait qu'il avait été directeur du bureau des aurores. Il paraissait coriace et portait les marques d'une vie de combat. Son allure contrastait avec la silhouette corpulente de Fudge, coiffée de son éternel chapeau melon. Vraiment charmant ce jardin, dit Rufus, qui s'arrêta devant la clôture, en prenant son regard sur la pelouse enneigée et les plantes indistinctes en cette saison. Absolument charmant. Harry resta silencieux. Il sentait que Rufus l'observait. « Il y a longtemps que je voulais vous voir, » reprit Rufus, au bout d'un moment. « Vous le saviez ?»« Non, » répondit Harry en toute sincérité. « Eh bien,
bien oui, bien longtemps. Mais Dumbledore est très protecteur à votre égard. C'est normal, bien sûr, après tout ce que vous avez enduré. Et surtout, ce qu'il s'est passé au ministère. Il attendit que Harry dise quelque chose, mais voyant qu'il n'était pas décidé à lui donner satisfaction, il poursuivit. Depuis que je suis entré en fonction, j'ai espéré trouver l'occasion de m'entretenir avec vous, mais Dumbledore, et c'est très compréhensible de sa part, a empêché cette rencontre. Harry, toujours silencieux, attendit. Il y a eu tellement de rumeurs autour de vous, continua Rufus. Bien sûr, nous savons tous les deux à quel point ces histoires sont déformées, tous ces ragots au sujet d'une prophétie, ou ce surnom d'élu qu'on vous a donné. Ils apportaient à présent la raison de sa visite, songea Harry. J'imagine que Dumbledore a évoqué tout cela avec vous. Harry hésita, se demandant s'il devait mentir ou pas. Il contempla les minuscules empreintes de pas laissées par les gnomes autour des massifs de fleurs et les traces de lutte à l'endroit où Fred avait capturé le gnome vêtu d'un tutu qui ornait à présent l'arbre de Noël. Finalement, il décida de dire la vérité, en partie, tout du moins. Oui, nous en avons parlé. Ah, vraiment, dit Rufus. Du coin de l'œil, Harry vit qu'il l'observait, et il fit semblant d'être soudain très intéressé par un gnome qui venait de montrer sa tête sous un rhododendron gelé. Et que vous a raconté Dumbledore? Désolé, mais c'était une conversation privée, répliqua Harry. Il avait parlé d'une voix aussi aimable que possible, et le ton de Rufus fut tout aussi léger et amical lorsqu'il lui déclara. Ah, bien sûr, si c'est confidentiel, je ne peux surtout pas que vous me révéliez quoi que ce soit. Non, d'ailleurs, est-ce si important de savoir si vous êtes l'élu ou pas? Harry réfléchit quelques instants avant de répondre. Je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire, monsieur le ministre. Bien entendu, pas vous. D'une très grande importance, assura Sir Rufus en éclatant de rire. Mais pour la communauté des sorciers en général, tout dépend des points de vue, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est que ce que les gens croient. Encore une fois, Harry resta muet. Il voyait plus ou moins où Rufus voulait en venir, mais il n'avait pas l'intention de l'aider à y arriver plus vite. À présent, le gnome creusait au pied du rhododendron pour chercher des vers, et Harry ne le quittait pas des yeux. Les gens croient que vous êtes l'élu, comprenez-vous, reprit Rufus. Ils vous voient comme un héros, ce que vous êtes, sans aucun doute, Harry, élu ou pas. Combien de fois avez-vous affronté celui dont on ne doit pas prononcer le nom? Quoi qu'il en soit, poursuivit-il sans attendre de réponse, le fond des choses, c'est que pour beaucoup, vous êtes un symbole d'espoir, Harry. Vous incarnez l'idée que quelqu'un sera peut-être capable un jour de terrasser celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors bien sûr pour eux, pour une raison, de retrouver le moral. Et puis, je ne puis m'empêcher de penser qu'étant conscient de cela, vous considérez, disons, presque comme un devoir, de soutenir le ministère afin de redonner confiance à chacun. Le gnome avait réussi à attraper un verre qu'il tirait de toutes ses forces pour essayer de l'arracher au sol gelé. Harry restait si longtemps silencieux que Rufus les regarda tour à tour, le gnome et lui, finit par dire « Drôle de petit bonhomme, n'est-ce pas? Alors, qu'en pensez-vous » Je ne comprends pas très bien où vous voulez en venir, dit Harry avec lenteur. Soutenir le ministère, qu'est-ce que ça signifie? Oh, rien de très contraignant, si je peux vous l'assurer. Si par exemple, on vous voyait entrer au ministère ou en sortir de temps en temps, ce serait suffisant pour faire bonne impression. Et bien sûr, quand vous serez là-bas, vous aurez toute possibilité de vous entretenir avec Gawain Robards, mon successeur comme directeur du bureau des aurores. Dolores Ombrage m'a dit que vous nourrissiez l'ambition de devenir aurore. Voilà quelque chose qu'on pourrait très facilement arranger. Harry sentit la colère bouillonner au creux de son estomac. Ainsi donc, Dolores Ombrage était toujours au ministère. En somme, dit-il,
comme s'il voulait clarifier la situation. Vous voudriez donner l'impression que je travaille pour le ministère. Tout le monde se sentirait stimulé si on pensait que vous êtes engagé à notre côté, affirma Rufus, apparemment soulagé que Harry ait aussi vite compris. L'élu, comprenez-vous, il s'agit de rendre espoir aux gens, de leur donner le sentiment que les choses bougent. Mais si on me voit entrer aussi souvent au ministère, dit Harry, en s'efforçant de conserver un ton amical, n'aurais-je pas l'air les actions des autorités? Eh bien, répondit Rufus, les sourcils légèrement froncés. En effet, c'est en partie la raison pour laquelle nous aimerions. Je ne pense pas que ce soit possible, l'interrompit Harry d'un air aimable, car voyez-vous, je n'apprécie pas du tout certaines initiatives du ministère. L'arrestation de Stan Rogad, par exemple. Pendant un moment, Rufus ne prononça pas un mot, mais son visage s'était instantanément durci. Vous ne pouvez pas comprendre cela, dit-il, en se montrant moins habile que Harry à chasser toute colère de sa voix. Nous vivons une époque dangereuse, et il faut prendre certaines mesures. Vous n'avez que 16 ans. Dumbledore a beaucoup plus de 16 ans, et il ne croit pas non plus que Stan Rogad ait sa place à Azkaban, objecta Harry. Vous faites de Stan un bouc émissaire, de la même façon que vous voulez me transformer en mascotte. Ils observèrent longuement, le regard dur. Enfin, abandonnant tout effort pour se montrer chaleureux, Rufus lança. Je vois. Vous, comme votre héros Dumbledore, vous dissociez du ministère. Je ne veux pas que l'on se serve de moi, répondit Harry. Certains diraient qu'il est de votre devoir de laisser le ministère se servir de vous. Oui, et d'autres pourraient dire qu'il est de votre devoir de vérifier si les gens sont vraiment des manches-morts avant de les jeter en prison, répliqua Harry, qui commençait à s'énerver. Vous agissez de la même manière que par Compton. Décidément, vous vous trompez toujours. Ou bien on a un Fudge qui prétend que tout va bien, pour le mieux, que tout va pour le mieux, alors que des gens se font tuer sous son nez. Ou bien on vous avoue qui envoyait des innocents en prison en essayant de faire croire que l'élu vous soutient. Vous n'êtes donc pas l'élu, demanda Rufus. Je crois que, de toute façon, ça n'a pas d'importance, répondit Harry avec un rire amer. En tout cas, je n'aurais pas dû parler ainsi, admit Rufus. J'ai manqué de tact. Non, c'est sincère, coupa Harry. C'est même une des seules choses sincères que vous m'ayez dites. Vous vous en fichez, que je vive ou que je meure, mais vous aimeriez bien que je vous aide à convaincre tout le monde que vous êtes en train de gagner la guerre contre Voldemort. Je n'ai pas oublié, monsieur le ministre. Il leva son poing. Là, sur le dos de sa main glacée, on voyait briller les cicatrices blanchâtres laissées par les mots que Dolores Ombrage l'avait obligé à graver dans sa propre chair. Je ne dois pas dire de mensonge. Je ne me souviens pas que vous soyez précipité pour prendre ma défense quand j'essayais d'avertir les autres que Voldemort était de retour. Le ministère n'était pas si soucieux de m'avoir pour ami l'année dernière. Ils restèrent face à face dans un silence aussi glacial que le sol sous leurs pieds. Le gnome avait enfin réussi à extraire le ver de terre et le dégustait d'un air joyeux, appuyé contre la branche basse d'un massif du rhododendron. Que prépare Dumbledore? Demanda brusquement Rufus. Où fait-il quand il s'absente de Poudlard? Aucune idée, répondit Harry. Et si vous le saviez, vous ne me le diriez pas, j'imagine. Non. Dans ce cas, si je peux le découvrir par d'autres moyens, vous pouvez toujours essayer, dit Harry, d'un ton indifférent. Mais vous semblez plus intelligent que Fudge, et je pensais que vous auriez tiré un enseignement de ses erreurs. Et merci beaucoup. Attends, sub Amitos, mais quoi? Mais what? T'as fait ça à qui? Ce genre. Parce que sur le coup, j'ai cru que c'était toi qui avais pris un abonnement. Sur Discord, tu t'appelles. Merci beaucoup. Il a essayé de se mêler des affaires de Poudlard. Résultat, vous aurez sans doute remarqué qu'il n'est plus ministre, alors que Dumbledore est toujours
sur vous, dit enfin Rufus, le regard froid et dur derrière ses lunettes cerclées de fer. Vous êtes l'homme de Dumbledore jusqu'au bout, Potter. En effet, répondit Harry, je suis content que ce soit clair entre nous. Et tournant le dos au ministre de la magie, il le revirent à grands pas vers la maison. Et voilà les loulous, c'est fini pour ce soir. La suite sera normalement si je n'ai pas de mauvais voilà. Comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir le programme en prenant le rôle loulou. Vous aurez accès à tout mon programme. Si j'ai pas d'empêchement, je le dis là-bas, tout ça. Je vous fais des bisous. Et souhaite une bonne soirée. Et à bientôt. Mardi. Des bisous à vous. Merci à tout le monde pour les follow, les resubs, les subs offerts, etc. Merci.